Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Pour ceux qui me découvriraient dans cette vidéo, je suis Claire Négrier, révélatrice des personnalités d'entreprise. J'accompagne depuis plus de 12 ans les TPE-PME, indépendants et même les plus grosses entreprises dans leur communication et leur marketing, de la création, de la stratégie à la création des outils en passant par la formation. Cette semaine sur Misscom, on voit la notion de co-branding, un élément qui peut être très intéressant dans votre stratégie de communication, le fait de s'associer à une autre marque, qu'on en soit l'auteur, c'est-à-dire le créateur, je recherche des co-brandés pour faire un co-branding, ou bien d'être un co-brandé, c'est-à-dire celui à qui on a demandé, il faut toujours voir la stratégie. On a vu donc lundi cette notion de stratégie, mardi on a parlé justement des différents outils de co-branding qui pouvaient exister, et aujourd'hui j'ai envie de finir la thématique sur quand même des points de vigilance et bien évidemment la réglementation. Je sais que la réglementation ça vous ennuie, pour pas dire un autre mot qui serait plus naturel dans ma bouche, mais il faut quand même la penser et bien la verrouiller pour être sûr de ne pas se sentir... de ne pas avoir de problème, tout simplement. Donc c'est parti directement. Donc les points de vigilance dans le co-branding, c'est de bien vérifier vos objectifs. C'est-à-dire que vous pouvez aussi prévoir le co-branding, comme je le disais. Alors, on a beaucoup vu quand on est investigateur de la chose. C'est quand on est le créateur, quand on souhaite co-brander quelqu'un, quand on cherche un co-brandé. C'est nous qui portons le co-branding. Donc ça, forcément, dans la stratégie, on y a réfléchi. Moi, j'ai envie de vous inviter, même si vous n'avez pas opté pour le co-branding dans votre stratégie, c'est-à-dire en tant qu'initiateur, ça y est, j'ai retrouvé le terme, gardez-le en tête et écrivez-le dans un coin de votre petit journal stratégique, si vous en avez un, voilà. Enfin, moi, je sais que j'en ai un et que je note toutes les idées qui peuvent y aller, mais voilà, notez quelque part, dans un coin, le co-branding, si ça pouvait vous être utile. Vous n'êtes pas obligé d'être l'instigateur de l'action, mais on pourrait très bien vous demander de co-brander. Donc, en tant que co-brandé, notez également tout ce qui peut vous venir sur cette idée-là. Et j'ai envie de vous dire, comme dans une stratégie de moyens, puisque c'est de la stratégie de communication, si vous ne voulez pas faire de co-branding, notez aussi pourquoi vous ne voulez pas en faire. Donnez les arguments contre le co-branding. Et ce pour deux choses, et bien sûr je vais l'expliquer. Si vous avez des questions, je vous le rappelle, notez-les en commentaire. D'ailleurs, bienvenue à tous les nouveaux, je vois qu'il y a un peu plus de monde maintenant. N'hésitez pas à me faire un coucou. Comme ça, je peux prendre votre situation en exemple, ce sera probablement beaucoup plus parlant. Si voilà, je décide de faire du co-branding, donc sur mon bout de papier, j'ai noté ma stratégie, je sais que ça me permet de toucher une cible que je ne touche pas outre mesure, donc augmentation, agrandissement de ma communauté, ça me permet de développer ma crédibilité sur le marché, parce que bien souvent, les concurrents vont aller voir, et même des gens qui sont plutôt relais vont quand même me voir davantage. Voilà, on va noter, je donne des objectifs bidons. Si on n'est pas intéressé par le co-branding, il faut, là encore, noter ses contre-arguments. Et je vais vous expliquer pourquoi juste après. Il faut noter donc peut-être cible trop spécifique ou cible justement trop large. On a un certain nombre d'éléments comme cela qui vont permettre de figer sa décision. Et pourquoi je dis qu'il faut le noter? Parce que dans la vie de tous les jours, si jamais il y a quelqu'un qui vient vous demander d'être co-brandé, donc soit appelons un chat, la personne veut répondre à ses propres objectifs et vous n'avez pas trouvé d'intérêt à faire du co-branding. Il faut pouvoir le refuser. Et bien souvent, les gens, comme ils essayent d'insister, c'est comme de la prospection commerciale, au final. On va chercher à prospecter pour une action de co-branding. Il faut pouvoir donner les bons arguments. Et les bons arguments, puisque la personne démarche pour elle-même, les réponses vont venir de vous-même. Ça ne vous intéresse pas parce que, et vous en donnez 3, à la limite, vous n'avez pas besoin de vous prendre plus la tête que ça, mais c'est pour vous expliquer l'importance de ça. De la même manière, ça va vous permettre, là encore, de réduire le temps de traitement, puisque si vous l'avez déjà pensé, si vous avez déjà vos arguments contre le co-branding, vous allez effectivement pouvoir
contre-argumenter une proposition et vous avez déjà vos arguments de prêt, donc ça va vous prendre beaucoup moins de temps pour pouvoir y répondre. De la même manière, si vous cherchez des co-brandés et que vous cherchez à faire du co-branding, vous allez prendre le temps dans la stratégie de lister votre intérêt, les objectifs auxquels ça va répondre, et préparer aussi les arguments pour des objectifs à vos co-brandés. L'idée, c'est de venir leur apporter, voilà, si on fait cette action, si vous acceptez de faire cette action de co-branding, vous allez pouvoir en tirer ceci, cela, cela. Alors, je sais bien, ça ne répondra pas forcément aux objectifs de la personne, mais ça peut quand même lever certains leviers et certains freins que vous pourriez rencontrer. Donc là, c'est très important de verrouiller cette fameuse stratégie pour pouvoir, en profiter pleinement. Autre point de vigilance, accordez-vous sur le design. On n'a jamais 2 fois la possibilité de faire une bonne impression, c'est une phrase qu'on entend bien souvent et pourtant elle est tellement importante en communication. Verrouillez toujours le graphisme. Si vous êtes à l'initiative du co-branding, vous pouvez créer une mouture, une maquette au moins de ce que vous allez pouvoir mettre dedans, d'accord? Parce qu'il y a toujours l'intervention du graphisme à un moment donné vis-à-vis du co-branding, que ce soit par rapport à une annonce d'événement, donc de l'affichage, que ce soit sur votre blog, par rapport à tout ça, vous devez quand même visuellement gérer les choses de manière éthique, certes, mais aussi qualitativement. Parce que, là encore, si vous faites les choses bien, ça ne vous fera pas grand-chose. Par contre, si vous faites les choses mal, ça peut vraiment vous nuire. Et vous nuire à vous et vous nuire à l'entreprise co-brandée vis-à-vis de la situation. Donc, cette fois-ci encore, il faut vraiment verrouiller les choses pour que ce soit le plus propre possible et que vous soyez déjà prêt à initier les choses. Si vous êtes en co-brandé, en tant que co-brandé, c'est-à-dire personne à qui on a demandé le partenariat, mettez des points clés, là encore, sur votre checklist pour vous assurer de ce que vous voulez et ce que vous êtes d'accord, ou à l'inverse, si on ne sait pas encore ce qu'on veut, on sait souvent ce qu'on ne veut pas. Donc là, vous notez ce que vous ne voulez pas et ce que vous n'accepteriez pas dans ces cas-là pour, encore une fois, vous faciliter la vie, l'existence et l'expérience quand la situation arrive, pour pouvoir aller plus vite et valider les choses. Encore une fois, l'idée c'est vraiment d'avoir un parcours le plus fluide possible pour que ça vous ressemble. Donc on a les checklists, c'est peut-être bête et pourtant c'est tellement efficace que je vous invite vraiment à le faire. Autre point de vigilance, je sais que beaucoup le font. Alors d'ailleurs, exemple le plus simple, d'accord, c'est notamment sur les articles invités. Ce point-là, c'est le contrat. Dans un co-branding, il faut un contrat. Comme pour un partenariat, comme pour un sponsoring ou un mécénat, il y a un contrat. Alors, le contrat va être plus ou moins important et plus ou moins simple, entre guillemets, dans sa méthode, par rapport à l'action que l'on va faire. Quand c'est un partenariat de co-branding sur un événement, là, il y a un véritable contrat qui va vraiment stipuler chaque point pour chacun. Contrairement à un article invité, où là, en général, c'est beaucoup moins poussé et on ne fait pas de contrat. Alors, on ne fait pas de contrat à proprement parler. Néanmoins, le mail de validation qui dit oui ou qui dit non et qui explique un petit peu les choses fait office de contrat. C'est un accord oral, verbal, malgré tout, même à minimum écrit, puisqu'on le passe par l'email. Et l'email est justifiable. Dans vos échanges, gardez quand même une trace écrite au moins par email, c'est toujours très important. Notez bien les avantages de chacun, d'accord, les réponses aux objectifs, essayez de cadrer au maximum vos actions. Parce que, notamment quand ça engendre des chiffres, d'accord, enfin du chiffre, c'est-à-dire du chiffre d'affaires, vous pourriez vous retrouver embêté. Je m'explique, je co-brande une personne pour pouvoir proposer, je sais pas, mon pack à des nouveaux entrepreneurs. On n'a pas fait de contrat, on n'a pas vraiment défini les points essentiels, on n'a pas dit ce qu'il en résultait pour chacun, ni les avantages. Au final, j'ai des personnes de sa communauté qui achètent mon pack. Si je n'ai pas clairement explicité la personne et qu'elle est OK avec la démarche, sans contrepartie financière, elle pourrait très bien être en droit de réclamer un certain nombre de points
de monnaie, d'accord, sur les gains que je pourrais avoir vis-à-vis de sa communauté. Alors, normalement, les gens sont plutôt contents, quand on est OK, ça se passe rarement. Mais j'ai envie de dire qu'il vaut mieux prévenir que guérir, parce que demain, dans la loi du commerce, hein, si jamais la personne justifie, enfin, si vous justifiez d'un revenu émis par le biais d'une entreprise tierce, elle peut se faire valoir d'un droit de dédommagement, entre guillemets, ou du moins d'avantage en monnaie vis-à-vis de l'apport commercial qu'elle a pu, l'apport d'affaires, c'est plus le terme consacré, qu'elle peut vous avoir fait. Donc là, encore une fois, il faut cadrer les choses, vous assurer que les choses sont bien faites. De la même manière, moi je l'ai trop rencontré. On m'a demandé de faire des articles invités, d'accord ? Donc là, c'est la fameuse stratégie la plus simple. On vous a demandé de faire des articles invités pour quelques raisons, que ce soit apporter un contenu un peu plus spécifique, donner une expérience particulière, peu importe le sujet. Moi, c'était vis-à-vis de ma profession et de mon expertise sur le branding à l'époque. Je n'ai pas fait attention parce que on est encore une fois dans le quotidien, donc il y a plein de points qu'on va oublier. C'est pour ça que je vous disais, c'est important de le noter en amont. Et résultat des courses, je me suis fait avoir parce que cet article, le co-branding d'un point de vue article invité, c'est pour faire du linking, d'accord ? L'un des premiers objectifs de l'article invité, pour celui qui va rédiger, c'est de pouvoir faire un lien vers son site web pour développer son référencement, d'accord ? En général, il y a peu, si ce n'est celle de la notoriété, mais en tout cas pour mon cas c'est plus le cas parce que j'ai quand même une notoriété assez intéressante et suffisante pour faire tourner mon entreprise. L'idée, c'était de travailler le référencement, et pas ma crédibilité ou pas ma notoriété. C'était de travailler le référencement sur Internet. Le problème, c'est qu'on l'avait pas mis au contrat. Alors quand je vous parle de ça, c'était en 2017, hein, donc ça remonte un petit peu. C'est pour ça qu'il y a prescription et que je suis tout à fait OK pour vous en parler. Et mon co-brandeur, du coup, puisque c'était moi qui étais co-brandé, n'avait pas mis le lien. Enfin, vous savez, ils avaient mis no index. Donc il y avait le lien vers mon site web, mais il n'y avait pas... le trafic n'était pas compté dans le référencement. Résultat des courses, bon, j'ai quand même eu quelques visites depuis le lien de ce site web-là, mais en aucun cas je n'ai gagné en référencement grâce à ce partenariat-là, puisqu'ils avaient indiqué qu'il ne fallait pas suivre le lien. Résultat des courses, mon objectif à moi, il n'était pas rempli. Donc là, encore une fois, dans le contrat, on va vraiment spécifier quelles actions sont mises en œuvre et dans quelles conditions. Si c'est un article invité, et que vous le misez vis-à-vis du référencement, surtout, verrouillez bien que le lien est bien évidemment suivi dans les analytics et qu'il est bien mis en index et pas en no index pour pouvoir garder justement une action qui va véritablement répondre à l'objectif, parce que si l'objectif c'est du référencement, mais que vous avez les statistiques, ou en tout cas que sur le blog concerné, le lien n'est pas suivi, ça n'aura aucune incidence d'un point de vue du référencement. Alors c'est sûr qu'il y a le développement de la notoriété, comme je le disais, de la crédibilité, il y a des gens qui vont nous connaître et qui ne nous connaissaient pas, qui vont venir visiter, mais si votre objectif n'est pas là, verrouillez bien les choses, c'est très très important, d'accord ? Encore une fois, je vous le disais, si je prends l'exemple de l'événement, on est sur quelque chose de beaucoup plus gros et là, il faut vraiment le verrouiller avec un véritable contrat qui va donner les tenants et les aboutissants pour qu'on soit tous OK avec ce qui se passe. Autre élément, et là je vais plus en parler, donc je pense que pour les points de vigilance, on a à peu près terminé. On va vérifier que le message est correct, que le graphisme est OK pour tout le monde, parce qu'il faut que ce soit qualitatif pour chacun des intervenants, et surtout s'assurer des liens, d'accord, financiers ou non, ou en tout cas des réponses aux objectifs et de ce qui doit se dérouler. En fait, on va faire un storyboard du partenariat pour s'assurer de bien tout verrouiller. Une fois que ces points de vigilance-là sont verrouillés, on va vérifier la réglementation. Oui, parce qu'il y en a. Alors, c'était déjà le cas bien avant la RGPD, mais la RGPD vient encore appuyer un point dessus. Je sais, vous détestez cet anagramme, vous détestez ce mot, pourtant, pour moi, il est vraiment synonyme d'entreprise de qualité. Ceux qui parlent de la RGPD, et surtout ceux qui le prennent en compte et qui font les choses correctement, justement, on développe le sentiment de quelqu'un qui est de confiance parce qu'elle fait les choses dans les règles et correctement vis-à-vis du public. Au niveau de la RGPD, il y a beaucoup de monde qui ne
s'en rend pas compte. Alors, c'est sûr que le blog invité, enfin l'article invité, on n'est pas dans cette catégorie-là. Par contre, dès lors qu'il s'agit de recommandations auprès de quelqu'un, dès qu'il s'agit de l'événementiel notamment, et je pense beaucoup à l'événementiel, il peut être très très simple, hein. Ça peut être juste, vous intervenez en tant que speaker sur un salon, qu'il soit physique ou digital, vous intervenez en tant que exposant, lors d'un événement, encore une fois, digital ou physique, ça n'a pas d'importance, c'est les mêmes règles. Il faut que vous sachiez ce que vos données à vous vont devenir et ce que les organisateurs en font. Il faut également prévenir et s'assurer que les choses soient bien clairement établies et dites, présentées à tous les visiteurs du salon. C'est que, en tant que co-brandé, bien souvent, là, on est aussi dans une recherche, alors pas de communauté sur les réseaux sociaux, mais de communauté par l'email. Tous les inscrits, ou en tout cas une partie, sont partagés avec vous. Et il faut absolument que l'information soit donnée. Les informations, bases d'email, coordonnées de tous les participants sont partagées entre les organisateurs. Ce point-là doit faire partie des conditions générales d'utilisation ou de vente, parce que ça peut aussi être des événements payants, on n'est pas que sur du gratuit. Mais il faut impérativement que l'information soit donnée et soit validée par l'utilisateur. Alors souvent, on le met dans les conditions générales de vente ou d'inscription. On peut le mettre aussi dans la politique de confidentialité. L'idée, c'est que la personne valide et soit OK avec ça. Ça reste de la RGPD, mais ça reste encore une fois de la qualitatif. Il n'y a rien de pire. Et je pense même pour nous, en tant qu'entreprise, quand on a comme ça une action de co-branding, qu'on va écrire aux gens suite à l'événement, donc on aura rencontré, et puis il n'y a rien de pire qu'une personne qui répond en disant « mais je comprends pas, je vous ai jamais donné l'autorisation de m'écrire, etc. » Si vous n'avez pas une page à présenter, à lui présenter, pour lui dire « vous vous êtes inscrit à tel événement, c'est là que j'ai pu récupérer votre mail parce que dans les conditions d'utilisation, il y avait bien une action de co-branding qui me permettait de récupérer vos informations », alors vous ne pouvez pas le faire. De la même manière, moi c'est ce que je dis et c'est ce que je fais, j'interviens souvent, un des événements de co-branding récurrents, d'ailleurs le prochain arrive en décembre, c'est les rendez-vous de la stratégie que je fais avec mon amie Céline. Alors, c'est du co-branding, même si on n'est pas co-organisatrice de l'événement. Moi, je ne suis que speakeuse, mais toutes les inscriptions qui se passent et qui arrivent pour ma thématique me sont communiquées. Donc, tous les inscrits, je les récupère pour ma mailing list. Alors, non seulement c'est écrit dans le process d'inscription, c'est validé dans la politique de confidentialité. C'est pour ça que c'est important de la lire quand même et pas de cocher la case parce qu'on nous demande de la cocher. Il faut quand même des fois aller regarder. Malgré tout, il faut aussi l'intégrer et le comprendre. Mais moi, c'est ce que je fais. Lorsque j'interviens, alors ça c'est à l'oral, c'est un peu plus compliqué sur d'autres éléments, mais voilà, quand moi j'interviens, je refais un point là-dessus. Donc je remercie les gens de s'être inscrits et je leur rappelle que leurs données, je leur enverrai un mail pour les remercier, pour les replays. Voilà. En gros, je redonne l'information comme quoi je récupère leurs coordonnées pour pouvoir leur communiquer et communiquer auprès d'eux. Je sais que tout le monde ne le fait pas. Maintenant, moi, je vous recommande de le faire. C'est quand même quelque chose de très intéressant et très inspirant, encore une fois, pour les gens, parce que ça augmente votre crédibilité et le sentiment de confiance qu'on aura avec vous. Mais ce point-là, ça reste une réglementation qu'il ne faut pas négliger, de pouvoir dire exactement ce qu'il se passe, comment ça se passe, etc. Ça fait partie, je dirais, de l'honnêteté de l'humain et du sentiment de confiance qu'auront les gens envers vous. Donc voilà, on en a fini pour le co-branding, je pense, pour aujourd'hui. Si toutefois j'avais d'autres idées qui me revenaient après l'enregistrement de ces vidéos, vous les retrouverez bien évidemment sur le blog. D'ici là, portez-vous bien, je vous souhaite une très bonne journée. Bye!